Salon Global Industrie, effectivement, est un salon majeur donc pour l'industrie française et j'aurais été honoré, effectivement, d'être parmi vous. Alors, si nous sommes tous là, je crois qu'on est tous convaincus que l'hydrogène est un vecteur de décarbonation indispensable pour l'avenir. Donc, l'État français, mais aussi toute l'Europe, compte sur l'hydrogène, notamment pour parvenir à son objectif de neutralité carbone en 2050. Mais au-delà d'être une contrainte réglementaire, l'hydrogène décarboné, c'est aussi un marché immense. C'est un nouveau monde qu'on essaye effectivement de faire émerger et de croître et d'améliorer, entre guillemets, sa soutenabilité économique. Vous avez entendu effectivement parler du plan d'investissement France 2030. Hein, le président de la République a annoncé 34 milliards pour l'économie française et notamment pour l'industrie. Et donc, ce plan d'investissement France 2030 a permis de porter l'effort de soutien à la filière hydrogène à hauteur de 8 milliards 9. Donc 8 milliards 9, effectivement, d'aide publique pour faire décoller cette filière. Et au-delà, effectivement, de la production d'hydrogène ou des équipements pour les piles à combustible, pour les électrolyseurs, pour la mobilité, on a aussi un volet, effectivement, dans le cadre de France 2030, de 5 milliards de financement de la décarbonation de l'industrie. Donc, évidemment, un certain nombre de projets de décarbonation des aciéries, de cimenteries, de raffineries, de producteurs d'engrais pourront aussi, effectivement, émarger sur cette enveloppe de 5 milliards. Donc, si on cumule, ça fait potentiellement un effort, effectivement, de plus de 10 milliards d'euros qui sont consacrés à moyen terme à cette filière. La France n'a pas à rougir. Hein. Ce budget de soutien nous met vraiment en tête des pays industrialisés, au même niveau que l'Allemagne, voire plus, au même niveau que l'ensemble des pays européens ou que des pays asiatiques, Corée ou Japon. Et d'ailleurs, un certain nombre de classements de cabinets d'études placent la France vraiment dans le peloton des têtes des pays qui ont défini une stratégie, qui ont adapté effectivement leur dispositif législatif réglementaire, ou qui sont en train de le faire, qui déploient les moyens financiers importants et qui ont programmé un certain nombre d'objectifs à réaliser pour atteindre le développement de la filière. Alors 8 milliards 9 euros, ça fait beaucoup. Cette somme est nécessaire, si vous voulez, pour rendre crédible et pour massifier cette filière, pour faire baisser les coûts. Hein. Donc la stratégie française, qui a été lancée en septembre 2020, consiste à produire jusqu'à 700 kilotonnes, voire 1 million de tonnes d'hydrogène par an d'ici 2030. Et pour ce faire, l'État français a choisi la voie de l'électrolyse. Hein, donc, la France a comme objectif de déployer 6,5 gigawatts d'électrolyseurs d'ici 2030. Alors, 6,5 gigawatts, je ne sais pas si on se rend compte, c'est potentiellement l'équivalent de plus de 5 tranches nucléaires, donc, ou d'éoliennes ou d'énergie renouvelable. Donc, c'est énorme. Et au niveau européen, l'Europe a fixé comme objectif effectivement jusqu'à 10 millions de tonnes de production d'hydrogène. Donc on peut s'imaginer que le marché européen, c'est un peu 10 fois, au moins 10 fois le marché français. Donc 6,5 gigawatts d'électrolyseurs et la stratégie française donc, vise à soutenir la production d'hydrogène décarboné. Hein, c'est important de préciser le mot décarboné, ça veut dire renouvelable et nucléaire. En gros, les électrolyseurs sont branchés sur le réseau et positionnés, réseau électrique, parce que le réseau électrique français est hautement décarboné. Et ces électrolyseurs sont placés au plus près des lieux d'utilisation. La stratégie française vise aussi effectivement à soutenir la décarbonation de l'industrie, on en a parlé, les aciéries, les cimenteries, la production d'engrais. Donc tous ces secteurs peuvent utiliser de l'hydrogène décarboné, soit pour faire la réduction des métaux, soit pour capter le CO2 et produire donc des précurseurs chimiques ou des e-fuels. Donc, ce soutien se manifeste notamment au travers
d'un dispositif très important qui s'appelle l'IPCEI, et donc je ne doute pas que les gens sur la tribune vont évoquer. Hein. Donc on espère tous, d'ici quelques mois, pouvoir engager les projets d'acteurs industriels, donc 15 projets qui ont déjà été portés à la connaissance du public et pré-notifiés à la Commission, de gigafactories d'électrolyseurs, de gigafactories de réservoirs, de gigafactories de piles à combustible, de gigafactories de matériaux, pour un investissement qui dépasse 5 à 6 milliards d'euros et un soutien public potentiel de plus de 3 milliards d'euros. Donc c'est dans quelques mois plus de 6 milliards d'euros d'investissement qui vont être lancés avec un soutien public important pour réindustrialiser la France et construire l'avenir. Donc ça, c'est, je pense, une action emblématique. Au-delà de ces gigafactories, on a aussi effectivement un dispositif à la R&D, soutien à l'innovation, à la R&D, notamment ouvert aux petites et moyennes entreprises. La France a un potentiel énorme, effectivement, en R&D depuis toujours. Hein. On a des acteurs historiques sur le sujet de l'hydrogène. On a des leaders mondiaux comme Air Liquide. On a effectivement un certain nombre d'établissements publics, laboratoires de recherche tels que le CEA ou le laboratoire du CNRS qui ont investi depuis très longtemps ce sujet. Et vraiment, le potentiel emploi qu'on en attend pour cette filière, c'est d'ici 2030 jusqu'à 100 000 emplois en France. Voilà. Donc, si je conclurai ici mon intervention pour dire que l'hydrogène décarboné, c'est une formidable opportunité pour les entreprises françaises. Il y a des projets concrets qui vont se lancer, notamment à travers ces gigafactories soutenues par un dispositif IPCEI dont on attend la notification de la Commission d'ici quelques mois. Il y a des accompagnements publics à tout niveau, que ce soit pour les PME, que ce soit pour les grands groupes, que ce soit effectivement en matière de formation. Et il ne faut pas que l'opportunité de marché, il est européen, il est mondial. Et vraiment, on part pour une fois, on va dire, en temps et en heure, voire même en avance. Et donc, il faut vraiment que les entreprises françaises se saisissent de cette opportunité importante pour évidemment notre développement économique, mais importante aussi pour la transition écologique, énergétique et notre décarbonation. Voilà. Merci, Monsieur Wang Bui. Bien sûr, on espère vous retrouver en présentiel dans une prochaine édition, mais vraiment, je tiens à vous apporter tous mes remerciements d'avoir accepté de faire l'introduction de cette table ronde. Nous allons maintenant développer un grand nombre des sujets qui ont été évoqués à l'instant. En ma compagnie, je suis bien entouré puisque j'ai avec moi 6 experts qui ont tous des spécialités bien précises et qui vont pouvoir développer les différents aspects de cette stratégie industrielle. Stratégie industrielle qui est complexe, mais surtout cette complexité cache une énorme richesse et des points de croissance, des points de développement. Et c'est peut-être une des premières fois dans une véritable démarche industrielle moderne, récente, que ce développement se fait en accord total avec les besoins de décarbonation, le besoin de freiner le recours aux énergies fossiles et au CO2 et à tous les éléments qui contribuent au réchauffement climatique. Alors, autour de moi, Florence Lambert, vous êtes fondatrice de la société Genvia, on va y revenir. Monsieur Philippe Boucly, vous êtes président de France Hydrogène. Laurent Chevin, vous travaillez pour une société qui s'appelle Symbio, vous allez nous en parler. J'ai aussi Arnaud Martet, vous êtes, vous, élu régional de la région Bourgogne-Franche-Comté. Vous pourrez nous parler donc du développement dans les territoires. J'ai aussi Luc Poyet de McPhy et enfin Pierre de Raffelis de Inamix. Alors tout de suite, je passe la parole à Florence. On va faire un petit tour de table. Je vais vous demander aux uns et aux autres de vous présenter succinctement, mais
un petit peu plus en détail que je viens de le faire. Je pense que vous le ferez beaucoup mieux que moi. Florence, la parole est à vous. Très bien, merci en tout cas et bonjour à tous. Oui, on vous entend. On m'entend malgré l'annonce. Donc Florence Lambert, alors moi je viens plutôt du milieu de la recherche. En fait, j'ai fait 20 ans au CEA justement qui était cité tout à l'heure, en charge des nouvelles technologies de l'énergie, donc un labo d'1 millier de personnes qui développait des technologies sur l'hydrogène, les batteries et le solaire. Et donc je suis ravie aujourd'hui parce que ces technologies sont en train d'être industrialisées. Et à force de rêver d'industrie, j'ai franchi le pas. Et avec des actionnaires, donc le CEA, Schlumberger, la région Occitanie, Vinci et Vicat, nous avons créé Genvia, qui vise à devenir un grand acteur d'électrolyseurs, qui se situe plutôt sur le coup d'après, en fait, en matière de maturité. Notre spécificité est d'électrolyser à haute température. Et nos applications seront essentiellement focalisées sur la décarbonation de l'industrie, d'où la présence d'actionnaires comme Vicat, Vinci, en particulier, du coup, pour offrir des perspectives à tous ceux qui émettent du CO2. Merci. Je vais passer la parole à monsieur Philippe Boucly. Vous présidez France Hydrogène, c'est bien ça? Voilà, président de France Hydrogène. France Hydrogène s'appelait il y a encore 2 ans Afipac, mais ce n'était pas très vendeur, donc on a changé le nom pour devenir France Hydrogène. France Hydrogène est l'association qui rassemble l'ensemble des acteurs de l'hydrogène en France. Nous avons une superbe dynamique. Nous étions 60 en 2016, 120 en 2019, et là nous sommes maintenant plus de 420 membres. 420 membres issus de l'industrie, une centaine de grands groupes, 200 PME, PMI, start-up, tous les labos de recherche de France et de Navarre qui travaillent sur l'hydrogène sont membres de France Hydrogène. Et également, ce qui fait notre spécificité, c'est d'accueillir également des collectivités territoriales. Toutes les régions de France sont membres de France Hydrogène, mais également des métropoles, des communautés de communes, également des syndicats d'énergie, des syndicats de transport et également des pôles de compétitivité. Donc un grand nombre de membres, et nous essayons de structurer cette filière de façon à relever les enjeux que Hoang Bui a signalés, des enjeux importants, puisque on a à peine 400 véhicules qui circulent en France actuellement à l'hydrogène. Vous êtes peut-être venu avec un taxi hydrogène, comme je sais que certains ici à la table ronde sont venus. Voilà. On vise 450 000. On a à peine 5 mégawatts d'électrolyse pour faire de l'hydrogène vert actuellement. On vise 6500 mégawatts. Donc des enjeux des défis très importants. Et vous êtes à la croisée entre le monde industriel, le local, le régional, les utilisateurs, je dirais les utilisateurs. Ce que l'on voit, c'est que l'ensemble des territoires sont pleinement engagés dans cette transition. Toutes les régions de France ont soit une stratégie, soit une feuille de route pour développer l'hydrogène sur leur territoire. Et un certain nombre de régions ont déjà alloué des budgets relativement importants. Je pense à l'Occitanie qui a alloué près de 150 millions pour développer l'hydrogène. Rassurez-vous, on va y revenir. On va y revenir. Bon. Mais ça va nous faire une transition parfaite. Je passe la parole à Arnaud Martet. Vous êtes un élu régional. Présentez-vous, expliquez-nous un petit peu ce qui vous a amené à accepter de participer à cette table ronde. Bonjour à tous, j'espère que vous entendez. C'est un peu dérangeant là, ce son là. En tout cas, j'en ai pas l'habitude, mais merci de l'accueil pour parler de la Bourgogne-Franche-Comté. Donc, je suis conseiller régional délégué à l'innovation auprès de la présidente de région Marie-Guide Dufay. Et puis pourquoi la Bourgogne-Franche-Comté? Parce que dans le domaine de l'hydrogène, on a l'habitude de dire que c'est la région pionnière. C'est un peu là où tout est né, puisque les premières mobilités hydrogène ont eu lieu en Bourgogne-Franche-Comté. Les premières recherches sur la pile à combustible datent d'il y a plus de 20 ans. Fin des années 90, autour de laboratoires de recherche comme le FC Lab. Donc, en tout cas, j'ai l'honneur de pouvoir représenter la Bourgogne-Franche-Comté et on va pouvoir parler un peu des expériences territoriales et de ce qui fait aujourd'hui qu'à la fois on pense être une région pionnière en matière de mobilité hydrogène, puis en même temps on peut être probablement une région d'avenir et on pourra évoquer en tout cas tous les projets qu'on mène avec la région Bourgogne-Franche-Comté. Laurent Chauvin, Symbio, allez-y, présentez-vous, lancez-vous. Bonjour.
Bonjour, Laurent Chauvin, je suis en charge du marketing produit chez Symbio. Nous fabriquons des piles à hydrogène, donc à l'autre bout de la chaîne de la valeur, dans l'objectif de remplacer, pour faire simple sur la mobilité, les moteurs à combustion interne que l'on a sur nos véhicules, à tout à chacun. Nous ciblons principalement les marchés automotifs pour la grande production, avec des projets, on aura l'occasion d'en parler, soutenus par l'IPSEI également, et puis une volonté très forte de s'attaquer à une réduction des coûts massive sur la production de la pile à hydrogène. Luc Poyet, allez, sacrifié à l'exercice, présentez-vous. Alors, oui, donc dans les autres Astérix français, donc nous sommes tombés dans la marmite hydrogène en 2008. Donc McPhy, moi je suis président de McPhy, administrateur depuis 2010. Et McPhy est né du CEA et du CNRS, donc est un bon exemple d'une start-up française qui a su tirer parti de l'écosystème français, écosystème de recherche, aussi de financement. BPI est notre actionnaire depuis 2012. Et nous sommes aujourd'hui présents dans 2 grands métiers, la fabrication, la conception et la fabrication d'électrolyseurs. On va en reparler, c'est une technologie absolument clé pour l'hydrogène. Et la fabrication de stations d'hydrogène, donc stations auxquelles peuvent s'approvisionner, par exemple, les taxis. Nous sommes présents en France, en Allemagne et en Italie. Et nous avons, pour le futur, 2 grands objectifs. Donc, de multiplier par 7 nos capacités de production sur ces stations et par 13 grâce à une gigafactory, on va y revenir, à Belfort, en projet, de capacité de production d'électrolyseurs de façon à devenir un grand de l'export en France, comme dans ce salon. Merci. Pierre de Raffaellis, alors vous appartenez à la société Inamix. Oui, bonjour à tous. Inamix, c'est une petite entreprise, on est une 50aine aujourd'hui, mais on appartient à un grand groupe, le groupe EDF. EDF qui s'est lancé dans l'hydrogène depuis une vingtaine d'années via des activités de R&D principalement, et qui a annoncé il y a quelques semaines un grand plan hydrogène, après d'autres plans comme le plan solaire, le plan stockage, le plan mobilité électrique. Le groupe a considéré que l'hydrogène était un vecteur de décarbonation stratégique pour la France et pour l'Europe et pour le monde, et donc a lancé ce plan qui vise à installer 3 gigawatts de capacité d'électrolyse d'ici 2030. Par rapport à ce que disait Wang Bui tout à l'heure, c'est à peu près la moitié de l'objectif que vise la France. Nous, sur ces 3 gigawatts, on en vise une majorité en Europe, mais également, il y a des pays intéressants comme les États-Unis, comme le Chili, comme le Moyen-Orient, où nous aurons également des capacités de production. Aujourd'hui, donc Inamix, c'est le bras armé d'EDF dans l'hydrogène, dans la production d'hydrogène par voie d'électrolyse. On a environ 1 gigawatt de projets en phase de développement, avec des maturités plus ou moins importantes. Certains de ces projets sont dans l'IPCEI, dont on parlera tout à l'heure. Et je suis ravi d'être là parmi vous pour porter la voix de l'opérateur de stations de production et de distribution d'hydrogène parmi vous. Florence Lambert, alors c'est aux chercheurs que je vais m'adresser. On présente la filière hydrogène comme étant, je dirais, quelque chose qui doit nous permettre vraiment de décarboner notre industrie. Mais ça se matérialise comment? Quelle forme ça prend? Je vous demande ça dans les grandes lignes. Oui, oui. Mais je voudrais savoir combien de tout ce que ça touche, quels sont les secteurs qui sont impactés. Parce qu'on a du mal à se rendre compte comment est-ce qu'on peut décarboner des pans entiers de quelque chose qui fonctionne déjà, qui marche déjà. Enfin, je veux dire, on fait de l'acier, on sait faire des tas de choses. Le problème, c'est que ça pollue. Donc, comment on fait aujourd'hui? Est-ce que c'est aussi merveilleux que ça, l'hydrogène? Alors, oui, pour répondre à ce que vous dites, oui, ça va aider à décarboner ces industries. Alors, il y a principalement 2 axes. Le premier, c'est remplacer l'hydrogène qui est utilisé aujourd'hui. Aujourd'hui, le marché de l'hydrogène pour l'industrie existe. C'est, Philippe, 900 000 tonnes d'hydrogène par an et qui est issu de ce qu'on appelle du vaporéformage. Donc, en fait, on part du gaz, on casse les molécules et pour une molécule d'hydrogène... Entendons-nous bien.
Quand On parce part- que gaz, c'est un terme générique. Oui. Là, vous parlez de gaz. De quoi? Du De méthane. De méthane, par exemple. C'est-à-dire oui. du gaz qui vient du sous-sol. Oui, du gaz, tout à fait. Tout à fait. D'accord. Et donc, pour une molécule d'hydrogène qu'on produit, on va en faire 10 de CO2. Donc, c'est pour ça qu'à la base de toute économie viable et non carbonée, en tout cas d'hydrogène, et c'est ce que choisit la France, on part plutôt sur l'électrolyse, ce que fait McPhy, ce que fait Genvia. Donc, premièrement, remplacer l'hydrogène issu du vaporéformage en produisant plutôt localement et proche des industries de l'hydrogène par électrolyse. Donc ça, c'est vraiment le premier marché. Mais il y en a un deuxième, c'est celui que vous citiez, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les aciéries, les cimenteries n'ont pas d'autre choix donc dans leur process que de produire du CO2. Et donc aujourd'hui, un grand mur arrive vers ces industries où elles sont forcées à se décarboner. Et en fait, qu'est-ce que l'on fait? On va produire de l'hydrogène en local, on va récupérer le CO2 et on va faire de ces cimenteries, de ces aciéries, des unités de valorisation en carburant de synthèse. Alors, attendez. Et qui sera utilisé pour tout un tas d'usages, là où le carbone est encore nécessaire. Alors, est-ce que j'ai bien compris? Il y a une première utilisation de l'hydrogène où dans un processus industriel, exactement, on injecte de l'hydrogène qu'avant on allait chercher dans du gaz de type méthane. La passivation de l'acier, Voilà. la verrerie, la microélectronique, aujourd'hui, voilà, la ça, chimie. Ça, c'est une utilisation. Exactement. Et il y en a une seconde où en fait Exactement. on utilise l'hydrogène non pas pour produire quelque chose, mais pour capturer du Exactement. carbone qui est dégagé par autre chose. Et ensuite le valoriser et jouer au mécano-moléculaire. Donc vous voyez, c'est là où finalement aujourd'hui tous nos mondes se rencontrent. L'hydrogène, on va le voir pour l'énergie, pour la mobilité, mais il a aussi rendez-vous avec l'industrie qui vont se transformer en unités de transformation de CO2 pour être valorisés. Donc on peut capturer du CO2 avec de l'hydrogène. Alors, on le capture et ensuite on le transforme, on le mixe avec l'hydrogène et on en fait un carburant de synthèse. Voilà, exactement. C'est tout à fait ça le process. Bon, alors, j'étais pas très bon. C'est le marché principal qu'adressera Genvia, mais je pense qu'on en parlera plus tard. D'accord, on en parlera effectivement. Est-ce qu'il y a d'autres utilisations de l'hydrogène? Toute l'utilisation dans la mobilité. Alors, donc la mobilité, actuellement c'est de l'essence ou du gasoil, et donc il faut aller vers des modes plus propres. Donc le véhicule à batterie pour, disons, la voiture de Monsieur Tout-le-Monde, mais pour la mobilité lourde ou pour la mobilité intensive, il faut aller vers l'hydrogène. Un exemple, si vous voulez donner 500 km d'autonomie à un 44 tonnes, si vous voulez mettre un... 44 tonnes, c'est du lourd déjà. C'est du lourd, mais c'est quand même ça qui fait le transport routier actuel. Il vous faut 3,6 tonnes de batterie. 3,6 tonnes de batterie. Et si vous chargez avec une borne de 50 kW, il vous faut 13 heures. 13 heures. Si vous chargez avec une borne de 350 kW, il vous faut encore 3h30. Par contre, si vous passez à l'hydrogène, le pack ne pèse pas 3,6 tonnes, mais 1,8 tonnes. Donc vous gagnez 1,8 tonne de charge utile. Et vous faites le plein entre 10 et 20 minutes. Donc vous avez le confort du gasoil ou du diesel et pas de pollution. C'est vrai pour les camions, c'est vrai pour les bennes à ordures, c'est vrai pour les bus, c'est vrai pour les trains, les bateaux et à un terme peut-être un peu plus éloigné, les avions. Donc la mobilité. Dans le plan français, donc publié par Bruno Le Maire et Barbara Pompili en septembre 2020, OANGBUY citait les 680 000 tonnes qui est l'objectif à l'horizon 2030. L'industrie va représenter à peu près 480 000 tonnes et la mobilité 160 000 tonnes, pour vous donner les ordres de grandeur de ce que ça représente. Et ça représentera quoi en termes de parc? On en a une idée déjà? Alors, on vise, ce que je disais tout à l'heure, 450 000 véhicules utilitaires légers, sachant qu'en France, vous avez 7 millions de véhicules. Donc, l'hydrogène n'est pas la baguette magique, ce n'est pas le bullet point, le silver bullet. Silver bullet, voilà. Donc là, ce n'est pas la formule magique, la potion magique. L'hydrogène ne fera pas tout, mais sans l'hydrogène, on ne réussira pas. Il y a beaucoup de domaines, Florence les a cités, décarboner la sidérurgie, décarboner la cimenterie. On ne peut pas faire autrement que d'utiliser de l'hydrogène.
D'accord. Luc Poyet? Oui, pardon. Donc moi je n'ai pas le bagage scientifique de mes deux prédécesseurs. Et donc pour essayer d'expliquer l'hydrogène, j'ai deux images. C'est comme de l'électricité, c'est un vecteur énergétique. Et d'ailleurs, ça ne va pas remplacer l'électricité. C'est d'abord l'électricité. Et quand on ne peut pas utiliser l'électricité, on mettrait de l'hydrogène. Donc ça, on comprend et on voit la révolution qu'a représentée pendant un siècle l'électricité. Et la deuxième image, c'est comme le gaz naturel. C'est-à-dire que c'est une matière première qui rentre comme composante de produits chimiques. Pour faire de l'ammoniac, on utilise du gaz naturel et on fait ensuite des engrais azotés. Donc c'est vrai qu'il y a cette complexité inhérente à l'hydrogène qui fait qu'il y a de multiples usages et que quand on dit hydrogène, voilà, on se demande souvent de quoi on parle. Et puis il y a des difficultés inhérentes à l'hydrogène, le fait que ça occupe, pour un poids égal, ça occupe un volume très important, donc il faut le comprimer ou le liquéfier. Donc ça veut dire qu'il y a des outils industriels, il y a des réservoirs, il y a des pipes qui sont différents, d'où d'ailleurs l'intérêt pour l'industrie. Il va falloir construire des outils industriels favorables, mais ça n'enlève rien au très grand atout de l'hydrogène, qui est que quand on l'utilise ou quand on le brûle, il n'émet pas de CO2. La combustion de l'hydrogène produit de l'eau. Donc c'est ça la grande révolution. À la question, est-ce que c'est merveilleux, il faudra la question d'après, mais on y reviendra, c'est pourquoi est-ce que cette fois-ci ça va fonctionner. C'est ça la vraie question. Parce que merveilleux, on le sait depuis Jules Verne. C'était le premier à l'avoir relevé. Maintenant, pourquoi est-ce que ça va produire une révolution industrielle? C'est à mon avis la question qui reste. Et quand? D'accord. Arnaud Martet, vous vouliez dire un mot? Oui, pour faire le lien avec ce qui vient d'être dit sur la question de l'hydrogène comme pouvant être un vecteur d'énergie à la place de l'électricité. Notre exemple, nous par exemple en région, c'est la possibilité de mettre des rames à hydrogène sur des lignes qu'on n'aura pas électrifiées en matière de mobilité ferroviaire. Il y a à peu près 20% encore en France de lignes qui ne sont pas électrifiées. Ça coûte beaucoup d'argent. Et avoir une mobilité lourde en matière de ferroviaire, là on vient d'acheter 3 rames, elles seront effectives l'année prochaine en Bourgogne-Franche-Comté entre Auxerre et La Roche-Migène, mais comme elles sont déjà en activité en Allemagne, c'est un exemple où l'hydrogène, dans des cas présents, permet la décarbonation, parce qu'on sait qu'on évite justement ces circulations de rames diesel et on permet aussi un coût plus modéré en matière d'électrification qu'on n'aura pas à faire de certaines lignes, en territoire rural notamment. Donc là, c'est un exemple en région de ce qu'on évoquait sur l'hydrogène, vecteur d'énergie, vecteur de décarbonation, augmentation de la mobilité, maintien des mobilités sur des lignes qui coûteront moins cher sans électrification. Voilà, c'est un exemple concret de ce qu'une région peut faire en matière de mobilité sur l'hydrogène. Alors, je vais quand même vous demander une précision. Déjà une chose, est-ce que cette technologie va vous permettre de réactiver des lignes que vous auriez fermées sinon? Et autre chose, est-ce que ces motrices à hydrogène, elles ne valent pas beaucoup plus cher que d'autres plus classiques? Non, on sait que le coût, que ce soit pour, par exemple, des rames ferroviaires, mais aussi pour les bus, on sait qu'il y a un surcoût important. Et c'est aussi l'enjeu quand on parlait d'évoquer, je lisais un article ce matin, entre l'utopie et la réalité de l'hydrogène, entre ce qu'était l'utopie et comment on va réussir concrètement sur des projets. Ben, c'est la vraie question. Hein, l'échelle, l'économie d'échelle, le coût, la production, etc. C'est des vraies questions. Aujourd'hui, est-ce qu'elles vont nous permettre de créer de nouvelles lignes? Peut-être pas, mais au moins de les maintenir. Parce que ça permet d'avoir un coût et de créer autour, par exemple à Auxerre, on crée tout un écosystème autour de l'hydrogène avec ces rames qui vont pouvoir être alimentées avec de la production, avec un certain nombre de créations d'activités tout autour. Laurent et juste après Pierre. Oui, juste, Laurent Chauvin. Juste un petit point complémentaire par rapport à la complémentarité justement des énergies. On est sur un mix énergétique en face de nous et l'hydrogène est une partie de la solution. On passe d'un monde sur lequel le pétrole était presque l'énergie unique pour générer beaucoup d'éléments dans notre chaîne de valeur industrielle à une solution sur laquelle on aura un mix énergétique dont l'hydrogène fera partie. On en a parlé par rapport au transport de marchandises. Dès le moment où on veut transporter sur de la longue distance et beaucoup de poids, de masse, eh bien, on aura besoin de solutions qui soient plus flexibles que l'électricité. On voit aujourd'hui des segments comme le camion, les bus, les coachs sur la mobilité qui commencent à monter en puissance. On a également des segments comme les véhicules de luxe qui commencent à se positionner parce qu'ils sont lourds et parce qu'il y a ce besoin-là.
Et puis le deuxième point, je voulais juste rebondir sur la partie coût. C'est un élément extrêmement important, effectivement, et je pense dans tous les acteurs qui sont sur cette table ronde de nos développements. On ne réussira pas la transformation hydrogène si on ne coupe pas drastiquement nos coûts de production et le coût de l'hydrogène et le coût des matériaux qui servent. On a un objectif à Symbio de diviser par 10, par exemple, le prix de la pile à combustible entre 2020 et 2030. Divisé par 10, ça peut paraître utopique, mais il faut se rappeler que quand on voyait les premiers écrans plats dans les grandes surfaces il y a ne serait-ce que 20 ans, il valait 15, 20, 25, 30 000 euros et qu'aujourd'hui, c'est un produit qui s'est complètement démocratisé avec la grande production. Donc on cherche vraiment les mêmes économies d'échelle en s'attaquant sur des marchés grand volume. Mais je voudrais savoir, qu'est-ce que vous appelez une pile à combustible? Alors une pile à combustible, on appelle ça une pile parce que c'est une succession de plusieurs plaques. Donc exactement comme une pile que vous avez. Et en fait, on est sur une technologie à Proton Exchange Membrane, PEM Fuel Cell. Donc on fait passer la molécule d'hydrogène dans la membrane. La membrane a une particularité, c'est qu'elle ne laisse passer que le proton et l'électron est obligé de faire le tour. Et en faisant le tour de la plaque, elle génère un petit courant. Vous multipliez le nombre de plaques et vous générez 400 volts ou plus, suivant ce que vous voulez. D'accord. On reviendra là-dessus, on rentrera plus en détail. J'aimerais en savoir plus. Pierre de Raffelis. Oui, je voulais sur les utilisations, sur les débouchés de l'hydrogène. Absolument. Je voulais effectivement souligner le leadership qu'a pris la région Bourgogne-Franche-Comté et notamment la ville d'Auxerre, puisque nous, on est donc l'investisseur et Arnaud, vous l'avez payé, l'opérateur. Non. On est l'opérateur de cette fameuse station à Auxerre, qui est donc la plus grande station en opération actuellement en France, d'1 mégawatt. Et en première phase, elle alimente des bus depuis maintenant 9 mois. Elle a alimenté récemment des premiers véhicules utilitaires. Et effectivement, la phase 2, ça sera d'alimenter des véhicules beaucoup plus lourds. On va parler des trains en particulier, mais également des camions. Et en fait, nous, on conçoit, et c'est là où je fais le lien avec ce que vous disiez sur le coût, on conçoit toujours nos stations de production et de distribution de manière modulable, de sorte que on puisse ultérieurement, après une première phase de 1, 2, 3 mégawatts, rajouter des mégawatts supplémentaires, parce que plus on rajoute du mégawatt, plus le coût unitaire baisse. Et c'est extrêmement important d'arriver à avoir à la fin de l'hydrogène qui soit à des prix acceptables par la collectivité et par les industriels et les entreprises privées qui seront demain les grands utilisateurs de ce carburant décarboné. Et donc c'est fondamental d'arriver, de raisonner en écosystème territorial et donc avec un partenariat fort entre entreprises et collectivités locales. Alors Philippe Boucly, donc chez France Hydrogène, vous vous situez un petit peu à la croisée de tous ces chemins qu'on vient d'évoquer. Je voudrais que vous nous décriviez un petit peu ce qu'est l'état aujourd'hui de cette filière hydrogène française. Est-ce qu'elle est dans ses balbutiements? Est-ce qu'elle a déjà gagné, je dirais, des points dans ses ancrages, dans ses positionnements? Et quel avenir on peut lui prédire à relativement court terme, en fonction justement de ce coup de pouce de l'État qui est quand même très important, 8,9 milliards d'euros. Essayez de nous situer tout ça, parce que ce n'est pas toujours facile de rapprocher un chiffre comme ça qui est assez brutal, sachant qu'on a vu qu'il y avait quand même beaucoup de types d'utilisation qui n'ont pas grand-chose les unes et les autres à voir ensemble. Elles nécessitent des technologies différentes, des filières différentes. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit peu un état des lieux de le point où on se situe aujourd'hui, nous, en France? J'ai déjà dit, la filière actuellement, enfin, on a quasiment l'ensemble des acteurs de l'hydrogène en France. Donc des grands groupes, des PME, PMI, des startups. Et je dirais que la filière est dans les starting blocks. C'est-à-dire qu'ils sont tous prêts, ils ont cette montée qui a abouti à ce qu'on voit actuellement. Elle nous vient il y a 5-6 ans. On a commencé il y a 5-6 ans, voire plus. Donc ils ont eu le temps de peaufiner leurs projets, leur projet de développement territorial, le projet de Gigafactory.
Et enfin, je pense qu'on va en parler après, mais ils sont tous ici autour de la table ronde. Ils ont tous chacun un grand projet, hein, que ce soit des projets de Gigafactory ou des projets de territoriaux. Je pense notamment à Inamix, c'est le projet Innovi avec Vika et avec Genvia. Donc, ils sont dans les starting blocks. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les technologies de l'hydrogène sont des technologies émergentes. Elles sont matures, mais elles sont émergentes, c'est-à-dire qu'elles sont encore trop chères. Pourquoi elles sont trop chères? Parce qu'elles sont encore produites dans des quantités trop infimes, trop petites. Symbio, Laurent n'a pas dit le chiffre, mais c'est de l'ordre de 2000 piles actuellement. 2000 piles, ils visent 200 000 à l'horizon 2030. 200 000. Oui. OK. Donc, il y a un changement d'échelle à prévoir. La Gigafactory est déjà dans les cartons, le terrain est déjà trouvé, ça va démarrer. Donc pour ça, je disais, les technologies sont trop chères, donc il faut un coup de pouce de l'État, qui est plus qu'un coup de pouce, puisque c'est plus de 10 milliards sur 8 ans. Et donc, mais sauf que c'est une aide d'État. On a parlé de 8,9 milliards. Je pense qu'il est trop modeste, Wang Bui. Parce qu'au départ, c'était 7,2. Après, on a ajouté 2 milliards. Puis ensuite, on a ajouté d'autres petits pots dans d'autres budgets. Si vous faites le total, plus la décarbonation, c'est plus de 10 milliards. Je me mets ma main au feu, c'est plus de 10 milliards. Bon. Sauf que ce sont des aides d'État. Et les aides d'État, c'est complètement régulé par Bruxelles. Il ne faut pas faire n'importe quoi dans le cadre du commerce international. Et donc, on attend la décision de Bruxelles, de la DG Concurrence à Bruxelles, qui donne l'autorisation de soutenir tel ou tel projet. Cette décision devrait intervenir d'ici la fin du mois de juin. Et à partir de là, les décisions d'investissement vont pouvoir être prises, les gigafactories vont pouvoir être construites et le feu vert va pouvoir être donné aux grands projets. C'est le projet Innovi, mais il y a d'autres projets. Donc voilà où on en est. On est dans les starting blocks. Alors, j'imagine que vous, France Hydrogène, vous suivez un petit peu ce qui se passe autour. On se place comment, nous, par rapport à nos partenaires européens, qui sont aussi des partenaires un jour, mais des concurrents le lendemain? Enfin bon, ça dépend un petit peu comment on se situe. Comment ça se passe ailleurs en Europe? Enfin, on fait un peu plus que suivre. Hein. On est, j'espère, un peu à l'avant-garde pour essayer de faire évoluer la réglementation. Ça ne me dérangeait pas de donner dans l'euphémisme, ne vous inquiétez pas. Bon, on essaie de voir comment les réglementations peuvent évoluer, les réglementations à la fois françaises mais également européennes, comment ça peut évoluer pour justement définir un cadre favorable pour que les investissements puissent être développés normalement. Alors, on aime bien se comparer à nos amis allemands, par exemple. Ça se passe comment chez eux? Je crois qu'il ne faut pas avoir de complexe. On a une certaine voix. C'est-à-dire que notre voix, elle est double, elle est peut-être plus proche de celle des Britanniques que des Allemands. C'est-à-dire qu'on va essayer de marcher sur deux jambes, c'est-à-dire à la fois utiliser du renouvelable, mais aussi de l'électricité bas carbone issue du nucléaire, ce qui n'est pas forcément compris et promu à Bruxelles, et qui n'est pas du tout promu en Allemagne, qui met l'accent résolument sur le renouvelable, avec les difficultés que ça comporte, puisqu'il faut produire des quantités considérables de renouvelables avec des facteurs de charge qui ne sont pas forcément très importants. Donc c'est en ça. En termes de technologie, on a en France tous les composants de la chaîne de valeur sont présents sur le territoire national. Il faut maintenant se mobiliser, il faut maintenant se structurer, il faut maintenant que les grosses entreprises qui vont tirer le marché, les EDF, Engie, Air Liquide, Total et autres, fassent aussi appel aux plus petits. Il faut dynamiser l'ensemble de cet écosystème de façon à avoir une véritable industrie d'hydrogène en France. Oui, il faut mailler une filière réellement. Florence, vous vouliez réagir, alors dites-moi. Oui, alors simplement parce qu'avec mes collègues de McPhy, nous étions il y a 15 jours au lancement de l'Europe de l'électrolyseur à Bruxelles. Et je voulais souligner qu'on représente au niveau industriel un cinquième de l'Europe, donc ce qui est quand même important. Et je pense qu'il y avait plus de fabricants d'électrolyseurs en France qu'il y en a en Allemagne.
Donc il y a vraiment cette vision de constituer de manière très vertueuse, hein, parce que pour produire cet hydrogène, il faut de l'électricité. On a effectivement un réseau décarboné. Il faudra également avoir plus d'énergie renouvelable. Mais justement, on a quand même un plan réseau qui a été travaillé avec l'État français et RTE, qui aujourd'hui donne le cap et qui permet justement de structurer tout ça. Et donc, je pense qu'on a quand même vraiment tous les ingrédients. Alors, pour illustrer cette IPCEI, hein, donc, on retient, je crois, sur ce plateau, tous notre souffle jusqu'à l'été, parce que c'est là où vraiment on sera définitivement lauréat, même si on est soutenu par l'État français. Et ben pour Genvia, par exemple, ça fait complètement la différence, hein. Il y a toujours un moment qui est très compliqué quand on sort une technologie d'un laboratoire ou d'une ligne, où il faut dérisquer la technologie. Et en fait, ces IPCEI, ça nous permet vraiment d'être accompagnés dans ces phases de lancement où la technologie n'est pas encore rentable et de la lancer. Mais on ne va pas vivre dans un rêve, hein, et je crois que tous autour, le volet compétitif est très important. Moi, je viens du renouvelable en général. On a tous en tête ce qui s'est passé sur le solaire. Il y a plusieurs ingrédients pour pas que ça se reproduise, hein. C'est vraiment massifier, être lucide pour avoir des coûts compétitifs et faire en sorte que nos technologies soient différenciantes. Donc la connexion soulignée tout à l'heure par M. Bouy à l'innovation est aussi très importante. Et c'est aussi comme ça qu'on gagnera en France. Alors, Pierre de Raffelis d'abord, et puis Luc Poyer ensuite, et enfin, Laurent Chauvin. À propos de la compétitivité de l'hydrogène et du surcoût, il est clair qu'aujourd'hui, l'hydrogène est plus cher. L'hydrogène électrolytique est plus cher que l'hydrogène par voie fossile. Nous, chez EDF, on a tendance à comparer la situation aux énergies renouvelables qui, il y a 10 ou 20 ans, étaient nettement plus chères que l'électricité du réseau venant de centrales à gaz ou du nucléaire. Et aujourd'hui, on voit que le prix de marché a fortement monté. De l'autre côté, le prix de production de l'énergie renouvelable électrique a énormément baissé, ce qui fait qu'aujourd'hui, le renouvelable est compétitif sur le marché. Donc on aura à peu près la même trajectoire. Alors on espère que ça ne va pas durer 10 à 20 ans, on espère que ça va aller plus vite que ça. Et de ce point de vue, l'industrialisation que vous, côté McPhy et côté Genvia, êtes en train de faire, va être fondamentale. Voilà le petit éclairage complémentaire que je voulais apporter. Luc Poyer. Oui, c'est vrai que c'est... Je ne sais pas si on m'entend. Oui, c'est nouveau. Vous entendez là? Ça fonctionne? Allez-y. Oui, voilà. Donc l'enjeu de la compétitivité, il passe effectivement par l'augmentation de la taille, pour être concret. C'est l'augmentation de la taille des électrolyseurs, c'est l'augmentation des projets et c'est l'augmentation de la taille des usines. Et c'est tout ça en même temps qui fait qu'on réussit à baisser le coût des technologies, accompagné par un autre phénomène sans lequel rien ne serait possible, qui est le coût de l'électricité bas carbone. C'est ça, tout à l'heure, on se disait c'est merveilleux, mais pourquoi cette fois-ci ça va fonctionner? Parce qu'il y a cette conjonction de la mobilisation des acteurs, d'une électricité décarbonée moins chère et de technologies qui passent à l'échelle. Et c'est très important de garder les trois. Et sur la question de savoir entre Européens comment ça se passe, parce que c'était aussi la question, il faut défendre nos territoires. Alors, par exemple, sur les gigafactories, nous en Bourgogne, on est région Bourgogne-Franche-Comté, on est très bien accompagnés et il faut maintenant délivrer. C'est ce qu'on dit dans les starting blocks, avec une très bonne collaboration entre les services déconcentrés de l'État et les régions. Là aussi, ça va sans dire, mais ça va mieux en le disant. Il faut le faire. Et il faut ensuite jouer européen. Le photovoltaïque, il faut se souvenir de quelques chiffres. En 2007, il y avait dans le monde, on avait 35% de part de marché, les Européens. On est tombé à 2% dans le photovoltaïque. Aujourd'hui, les Européens, on a plus de 50% de part de marché des électrolyseurs. Et il faut qu'on tienne cette position, qu'on augmente et qu'on gagne. On gagnera si nous, Français, on est à l'heure, on est au rendez-vous, comme on a été dans l'aviation, avec nos amis allemands, nos amis italiens, tous les autres Européens. On est déjà Européens. C'est un jeu. Il y a une dimension territoriale, une dimension nationale, une dimension européenne, mais il faut gagner le match européen. On est dans une concurrence internationale. En face de nous, les grands joueurs, ça va être l'Asie et les Américains, avec un jeu émulation, compétition, coopération, subtil, mais qu'il faut jouer. Pas du tout un jeu d'exclusion. On a par exemple, nous, bien entendu, des Américains à notre capitale. Et il faudra un jour qu'il y ait des Asiatiques. C'est compliqué et il faut jouer le jeu dans toutes ses dimensions, en équipe de France. Laurent Chauvin. Oui, je crois que la dimension internationale du marché est un élément important. Par contre, on a des atouts en Europe par rapport à ce qu'on voit sur la scène internationale qui sont indéniables, et notamment en France.
On a, au travers de ce panel, une représentation des grands groupes et des investissements. On a, par exemple, dans notre cas, Forestia et Michelin, qui sont nos actionnaires de référence, qui investissent dans le futur et qui nous permettent d'aller de l'avant. Et grâce au projet européen, à l'IPCEI, on arrivera à amener la technologie sur un niveau complémentaire qui est nécessaire. Si c'est pour faire, dans notre cas, des piles à combustible comme la concurrence, on fera des panneaux photovoltaïques comme les Chinois. Et ça n'a aucun intérêt. Il faut aller au-delà, arriver sur une technologie qui soit en avance de phase par rapport au marché pour gagner des parts de marché, arriver sur des produits moins chers, plus compétitifs, plus économes en hydrogène, qui soient plus efficaces, plus compacts et qui fassent mieux tourner l'écosystème hydrogène. Florence, le mot de la fin sur cette question internationale. Alors, je voulais revenir justement sur 2 points. Enfin, moi aussi, j'ai un actionnaire international, en fait, et qui, justement, permet aussi de faire la transition, parce qu'on a cette possibilité de projeter de l'emploi issu de l'oil and gas dans l'hydrogène, et ça, c'est précieux. Votre partenaire, c'est qui? C'est Schlumberger. C'est Schlumberger qui a une usine du côté de Béziers, donc on est sur le territoire national. L'autre sujet sur l'Europe, c'est que la taille du marché européen est vraiment importante pour pouvoir être critique, peser et à terme justement alimenter en marché ces gigafactories. Mais il y a aussi l'enjeu de se serrer les coudes et de former une équipe sur toute la chaîne de la valeur. On se projette tous à faire des usines. Aujourd'hui, on a quand même un sinistre en Europe que sont, et là je pense que c'est bien illustré dans le salon où nous sommes, les équipementiers. Et c'est un vrai sujet aujourd'hui. Donc on va essayer, enfin moi je le fais en tout cas pour Genvia, de prendre des acteurs européens, de petit à petit les mettre dans nos business Genvia pour faire les électrodes, les stacks, tester les stacks en sortie, pour faire en sorte que l'industrie soit pérenne et ce sur le long terme. Et ça, il n'y a que vraiment en considérant l'objet et la taille européenne qu'on arrivera à le faire. Alors moi, j'aimerais que vous m'éclairiez sur un terme que vous employez tous fréquemment, ce terme de gigafactory. Je voudrais déjà que vous me fassiez un éclairage sur le terme, 2 points, ouvrez les guillemets, une définition, et puis surtout que vous expliquiez comment ce concept se décline dans le monde de l'hydrogène. Qui veut prendre la parole ? Simple, ce terme, il n'est pas sorti avec l'hydrogène, il est sorti avec les batteries. Donc il s'agit, dans le domaine de l'hydrogène, de faire des usines qui produisent 1 gigawatt d'électrolyseurs ou 1 gigawatt de piles à combustible par an. Et l'enjeu, il est énorme, dans la mesure où l'objectif français, c'est d'avoir en 2030 6,5 gigawatts. En Allemagne, c'est un chiffre équivalent, c'est 7 ou 9 gigawatts. Et dans d'autres pays, et les dernières publications de la Commission européenne souhaitent que l'on produise 10 millions de tonnes d'hydrogène en plus par rapport à la stratégie européenne qui avait été annoncée en juillet 2020. Et ça, c'est la réunion à laquelle Florence et Luc ont assisté il y a 15 jours. Le commissaire Thierry Breton a dit, bon, actuellement, il y a à peu près 2,5 gigawatts de production d'électrolyseurs en Europe. Il faut atteindre 25 gigawatts par an à l'horizon 2030, avec un point de passage à 17,5 gigawatts à l'horizon 2025. Donc ça veut dire, vous voyez l'enjeu... Et actuellement, il n'y a pas le début du commencement d'une usine qui fait d'un électrolyseur en France. D'accord. Laurent Chauvin, vous vouliez dire un mot Oui, juste un complément par rapport aux enjeux. On est aujourd'hui sur une usine qui fait 1500 à 2000 piles par an. On est en train de construire le bâtiment, il sort de terre, c'est-à-dire si vous passez le long de l'autoroute pour vos vacances dans le sud, vous passez Lyon, vous regardez à gauche et il y a une gigafactory de l'hydrogène en construction, sur une première tranche à peu près 30 000 m², une deuxième tranche de 50 000 m² complémentaires. C'est la plus grosse usine de fabrication de fuel cell en Europe qui est annoncée aujourd'hui. Et la massification par les volumes est un élément extrêmement important. Pourquoi on cible l'automotive ? Le premier, on parlait du ferroviaire, on parlait des autres segments. La taille du plus petit segment de marché automobile est égale à 10 fois la taille du plus gros segment des autres secteurs.
Donc, à partir du moment où on veut massifier la production, pour nous, il était essentiel d'être sur ces segments. Aujourd'hui, par rapport aux programmes publics déjà annoncés, en termes de fuel cells qui sont produits, vous avez les Coréens et les Japonais qui produisent en 2021 40 000 véhicules à hydrogène, donc certains qui sont utilisés dans des taxis à Paris. Dans les programmes déjà annoncés, le constructeur qui est derrière en termes de fuel cell, c'est Symbio. Nous sommes numéro 3 mondial en termes de volume à échéance de 2025 de fuel cell produites. Donc c'est extrêmement important de se positionner, d'être les premiers, de réussir cette transformation volume et donc d'accompagner avec des gigafactories qui suivent ce plan de développement. Luc Poyet. Oui, peut-être réagir là-dessus, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de gigafactory, mais il y a déjà des unités qui sont importantes. Donc, par exemple, McPhy en Italie, pas en France, mais l'Italie, c'est quand même un grand pays européen et on est très fiers d'y être, c'est 300 mégawatts. Donc, on est au tiers de la giga. Donc, 300 mégawatts par an de capacité, c'est déjà important. Il y a déjà des efforts de robotisation, mais la giga, ça va permettre, ce que je disais, c'est-à-dire à la fois d'avoir des électrolyseurs de plus grande taille pour servir des plus grands projets. C'est ça l'idée qu'il y a derrière la giga. Toute la taille de toutes les composantes augmente pour arriver à cette fameuse compétitivité. Arnaud Martet, vous avez évoqué tout à l'heure le fait que votre région allait accueillir une gigafactory. Alors, quelle forme va-t-elle prendre? Sur quelle filière va-t-elle se positionner? Eh ben, c'est McPhy, justement. McPhy. Et puis, on a l'arrivée, donc, a été annoncé la semaine dernière à Evolution, le Gen E. Donc, c'est vrai qu'on est parmi les territoires qui accueillent un certain nombre d'implantations marquantes en matière d'hydrogène, puisqu'on parlait des IPCEI tout à l'heure, 15 projets au niveau national, dont 4 en Bourgogne-Franche-Comté. Donc c'est vrai qu'on est toujours à valoriser évidemment notre action régionale et la valorisation de notre territoire est importante. Mais comme on le disait, il n'y a pas que ça, il y a aussi cette synergie d'acteurs entre les régions et puis aussi à l'échelle européenne qui est importante, parce que la maison hydrogène, elle se construit brique par brique. Et il y a une accélération, on l'a dit, très forte. Il y a des moyens publics forts. On évoque, je crois que je disais, 300 milliards d'investissements en cours aujourd'hui dans le monde sur l'hydrogène, les technologies. Et on est encore en avance. On évoquait la question internationale. On est encore en avance par rapport à l'Asie. On se dit que la Chine a 3 ans de retard sur nous. Donc il ne faut pas qu'on perde cette avance. Et c'est important aussi pour nous, collectivités, d'investir beaucoup dans les compétences, d'investir dans la connaissance, dans l'innovation, dans les compétences, au-delà des arrivées. Parce que quand une gigafactory arrive ou quand une usine arrive dans une région, l'important aussi, il faudra peut-être qu'on en parle maintenant, c'est la question des compétences. Comment on accompagne aussi avec un tissu qui n'est pas simplement un tissu d'ingénieurs ou de labos de recherche, mais aussi de techniciens avérés, d'un tissu de techniciens qui peut aujourd'hui apporter la main-d'œuvre nécessaire. Mais c'est un autre sujet que je vous suggère. Mais oui, voilà. non, mais rassurez-vous, c'est quelque chose dont nous allons parler avant la fin de cette conférence, rassurez-vous. Ça fait partie des questions abordées. Alors, je demanderai aux gens dans la salle de bien vouloir patienter. Les questions de la salle viendront après. Voilà, je vous demande de patienter. On a encore beaucoup de temps ensemble. Rassurez-vous. Florence voulait réagir et je vous donne la parole tout de suite. Je continue de mettre un petit peu d'ordre dans cette table ronde. Florence. Je voulais simplement réagir. Alors, moi, je suis pas dans votre région, mais en Occitanie, et du rôle fondamental, en fait, pour accompagner ces investissements. Il y a les premiers déploiements qui vont se faire aussi dans les régions. Il y a les notions d'infrastructure. Concrètement, notre Gigafactory sera autour de Béziers. Qui va amener, alors aujourd'hui nous sommes 70, à la fin de l'année 100, et puis ensuite assez vite 200 à 300 personnes. Et donc on a vraiment à faire équipe avec les collectivités qui nous accompagnent pour ça, et le volet de formation. Alors peut-être qu'on y reviendra, mais souvent on me pose la question de ce qui m'empêche de dormir. En fait, parce qu'aujourd'hui, je pense qu'on vient de le dire, c'est le grand moment. On a des financements, on a des technologies, le marché s'ouvre. En fait, moi, ce qui m'empêche de dormir aujourd'hui, c'est de ne pas pouvoir accompagner ma montée en puissance suffisamment tôt pour attirer des jeunes, des opérateurs, pas que des ingénieurs, mais des opérateurs, des chefs de ligne, dans un secteur qui est un peu paupérisé. On sent que les jeunes ont du mal à pousser la porte d'une usine. Alors la mienne, elle a plus de 100 ans, mais bon, on fait en sorte de montrer qu'il y a des robots, il y a de la réalité augmentée. Mais la formation, pour moi, et là, on a un rôle à jouer avec les territoires. Et concrètement, Geneviève, on a répondu avec la région Occitanie pour être partie prenante d'un réseau de formation.
D'accord. C'est une industrie Philippe. vieillissante qui veut faire un lifting. Et exactement, vieillissante, mais voilà. Voilà. Non, je me voulais soigne. revenir sur les gigafactories. Il faut bien voir que 2030 n'est qu'un point de passage. C'est-à-dire si on se réfère aux publications de l'IRENA, l'Agence internationale pour les énergies renouvelables, qui actuellement dans le monde, on produit 100 millions de tonnes d'hydrogène, essentiellement à partir de fossiles, gaz naturel, pétrole et charbon. 100 millions de tonnes. L'IRENA dit à l'horizon 2050, il faudrait 600 millions de tonnes. Et 600 millions de tonnes, c'est au milieu d'une fourchette. D'autres prévisions parlent de 500 millions, d'autres 800 millions. Ces 600 millions ne seront pas fournis, seront pas faites uniquement par électrolyse, mais encore par vaporéformage, avec captage et séquestration du gaz carbonique. Mais sur les 600, les 2 tiers seraient faits par électrolyse. C'est 400. Il faut 5000 gigawatts d'électrolyseurs pour faire cet hydrogène. 5000 gigawatts, vous divisez par 30, c'est-à-dire qu'il faut une capacité de production mondiale de 160 gigawatts par an. Donc avec les 25, c'est déjà beaucoup, mais ce n'est qu'un petit point de passage vers 2050. Pierre Dorafélis. Oui, merci. Je voudrais simplement apporter peut-être 2-3 exemples concrets de ce à quoi serviront demain ces gigafactories. Parce qu'il faut bien après produire l'hydrogène et qu'est-ce qu'on va en faire. Donc, on a parlé tout à l'heure, Philippe, du projet Innovi. Innovi, qu'est-ce que c'est? Innovi, c'est je suis dans une cimenterie, celle de Vicat à Montalieu, qui est la plus grande cimenterie française. Je capte du CO2 en sortie des fours. Alors pourquoi le CO2? Parce qu'en fait, dans le procédé de fabrication du ciment, le CO2 est contenu dans la matière elle-même du ciment. Et donc, en fait, dans tous les cas, si on veut demain avoir des maisons, construire, utiliser du ciment, on va émettre du CO2. Ce CO2 va être capté. On va produire à côté 330 mégawatts d'électrolyse de l'eau. Donc, à comparer à la capacité de production de 300 mégawatts de McPhy aujourd'hui, on voit bien qu'on est dans un autre ordre de grandeur. On va synthétiser en mélangeant le CO2 et l'hydrogène du méthanol. On va être sur 200 000 tonnes par an de méthanol. 200 000 tonnes par an, juste pour vous donner un ordre de grandeur, c'est environ 1/3 à 1/4 de la consommation actuelle de méthanol en France. Aujourd'hui, 100% du méthanol consommé en France est importé. De pays comme Trinidad et Tobago, comme l'Algérie, comme le Qatar. C'est des pays où on produit du méthanol à partir de gaz naturel. Ça émet beaucoup de CO2. Et donc, nous, on va le produire demain à partir de CO2 de récupération. C'est soutenable et ça servira notamment comme carburant maritime. Ça, c'est un des usages nouveaux de l'hydrogène dont parlait Florence tout à l'heure. J'ai un autre exemple qui est un peu plus petit en termes de taille. Là, on va être sur du 50 mégawatts. C'est un projet de décarbonation du secteur des engrais. Alors, les engrais azotés, c'est évidemment un secteur stratégique aujourd'hui avec la guerre en Ukraine. On a à peu près la moitié des engrais consommés en France qui viennent d'ailleurs, qui viennent de l'étranger, et donc beaucoup d'Ukraine et de Russie. Et donc demain, on a un enjeu qui va être d'une part réduire les émissions de CO2 du secteur des engrais azotés, et d'autre part réindustrialiser la France. Donc augmenter la production d'engrais azotés pour être moins dépendant d'autres pays. Et on a un projet dans l'Est de la France avec notre partenaire Borealis, qui est donc le principal producteur d'ammoniac en France. Avec 50 mégawatts, on va réduire la consommation de gaz et les émissions de CO2 du site de 15%. Donc 50 mégawatts, c'est une première étape pour aller vers la décarbonation de la plaque industrielle de Chalampé-Haute-Marsheim. Et Wang Bui ne l'a pas dit, mais peut-être que Thomas Courbe le dira tout à l'heure. Il est clair que la stratégie française, elle vise à décarboner avant tout les plaques industrielles. L'immense majorité des émissions de CO2 se concentrent autour de quelques grandes plaques, Fos, Dunkerque, Le Havre, Lyon, mais également Haute-Marsheim-Chalampé. Et donc, s'implanter sur ces plaques-là, commencer à décarboner 15% des émissions de CO2 du site avec 50 mégawatts, c'est une première étape. Et demain, en 2030, on ira au-delà, on ira à 50%, et 2050, on sera à 100%. Voilà, ça, c'est des beaux projets. Luc Poyet. Trois réactions à chaud sur ce qu'a dit Raphaël. D'abord, il y a une chose qui est claire, mais j'espère que c'est acquis, c'est qu'une gigafactory ne produit pas d'hydrogène. Le nombre d'appels que j'ai reçus en me demandant votre projet de gigafactory, il va produire combien?
c'est comme effectivement la bonne image, c'est les batteries. Voilà, une gigafactory de batteries produit des batteries, elle ne produit pas l'électricité. Voilà. Donc une gigafactory produit des électrolyseurs. La deuxième chose, c'est que depuis quelques mois, à l'enjeu de compétitivité qu'on a abordé, s'est ajouté un autre enjeu qui fait que le passage à l'hydrogène est sans doute irrémédiable, c'est l'enjeu de souveraineté. C'est-à-dire que pour remplacer, pour le substitut aux hydrocarbures, mais aussi il y a l'aspect substitut CO2, mais il y a la substitut dépendance internationale. Donc ça, je pense que c'est très important. Et le troisième point à noter, c'est-à-dire qu'on passe, on a donné la priorité cette fois-ci à l'industrie. La mobilité arrive, mais c'est vraiment l'industrie qu'on veut décarboner. Et c'est les économies d'échelle qu'on va faire pour les grandes unités comme Innovi et comme d'autres qui vont permettre de réduire le coût des électrolyseurs, qui vont baisser le coût pour les stations hydrogène. C'est pour ça qu'on n'avait pas réussi dans le passé, parce que des exemples de véhicules hydrogène, on en trouve depuis un siècle. Et pourquoi on ne les voit pas rouler? Parce qu'il n'y avait pas l'industrie. Et cette réindustrialisation, elle va créer un effet d'entraînement notamment donc sur l'industrie. L'industrie lourde va nous aider à décarboner et à réussir la mutation de notre industrie automobile qui emploie des millions d'emplois, des millions de salariés en Europe. Alors, tu veux dire un truc? Philippe Bouclé. Le premier moteur à explosion était à hydrogène. Voilà. 1807. 1807. D'accord. Je pense que si la technologie ne s'est pas développée depuis, c'est que peut-être les ingrédients n'étaient pas là. Alors, justement, parlons des composants. Est-ce que les différentes filières qui tournent autour de l'hydrogène dont on vient de parler, est-ce que vous avez besoin de technologies qui sont spéciales, qui sont encore en développement? Est-ce que vous avez besoin, je ne sais pas moi, d'éléments qui sont des éléments rares, des choses qu'il faut importer? Est-ce qu'il faut fabriquer des choses? Est-ce qu'on doit développer, créer des filières d'approvisionnement de matériaux? Laurent Chauvin. Je crois qu'il y a tout un enjeu autour de la technicité. Hein. J'ai décrit le fonctionnement d'une pile à hydrogène, mais c'est pareil pour les électrolyseurs de façon assez simple, mais en réalité, c'est quand même un petit bijou de technologie à l'intérieur. Et on a vraiment un point d'avance par rapport au monde. Hein. Tous les acteurs internationaux qui viennent sur les salons hydrogène en France et en Europe le disent, l'Europe est en avance, et en France, on a une avance technologique par rapport à nos développements. Sur une pile, il nous faut des compresseurs qui n'ont rien à voir avec les compresseurs qu'on peut trouver aujourd'hui dans le monde de l'automobile. Ça tourne 10 fois plus vite. Il nous faut de l'électronique de puissance qui est similaire à ce qu'on peut trouver sur des batteries, mais qui n'est pas exactement identique. Donc là aussi, il y a beaucoup de projets de développement et il faut absolument réussir à ce que ce ne soit pas des composants qui viennent de Chine ou d'ailleurs, parce qu'on a ces soucis de souveraineté et puis d'approvisionnement. Et on a, avec la massification, aucune raison, encore une fois, de ne pas réussir les challenges de coût grâce à ces effets volume. Et puis on a d'autres composants qui sont sur toute la chaîne de valeur qu'il faut justement réussir à massifier. Ça demande beaucoup d'investissement en amont. Le marché n'est pas là. On parle souvent de la poule et de l'œuf. Si j'ai une voiture à hydrogène aujourd'hui, on ne voit pas tellement de stations. Et donc, du coup, on hésite à acheter sa voiture à hydrogène. Et à l'inverse, on hésite à implanter une station parce qu'il n'y a pas de voiture. Donc, c'est souvent un peu le serpent qui se mord la queue. Mais grâce au projet européen, à la façon dont on sont structurés l'approche de la montée en cadence de l'hydrogène, on est soutenu sur la partie industrielle. On a des couloirs, ce qu'on appelle des corridors hydrogène, qui sont en train de se mettre en place pour soutenir pour le transport routier, notamment un nombre de stations tous les X centaines de kilomètres. Et le switch mental va se faire, on estime, à partir du moment où quand vous faites votre plein de voitures, vous faites votre plein soit électrique, soit en essence traditionnelle, vous voyez une station hydrogène à côté, vous refaites le plein quelques kilomètres plus loin, vous envoyez une autre, et à chaque fois, quand vous referez à un moment cette transformation visuelle, vous vous dites, bah tiens, c'est sécurisé, maintenant j'y ai accès, et là, on va avoir ce déclic. J'ai un peu la même question, mais alors cette fois-ci, plus sur les composants ou sur les objets dont vous auriez besoin, mais sur les cerveaux, sur les compétences. Alors si je reviens sur les compétences, Symbio il y a 2 ans c'était 80 personnes, on est 460 à hier, ouais, on a passé le cap des 460, on recrute 250 personnes aujourd'hui. Quand je suis dans l'entreprise, j'ai des cheveux blancs, il n'y en a pas beaucoup qui ont les cheveux blancs,
C'est un secteur extrêmement dynamique qui attire finalement beaucoup de personnes parce qu'on est sur une industrie verte. Donc il y a beaucoup de talent. On est en face d'un village Artificial Intelligence. Là, sur le salon Global Industry, on a beaucoup de choses à jouer également sur la façon dont on conçoit nos produits pour être en avance de phase sur la conception de nos produits. Et cette montée en cadence des talents est essentielle. Arnaud Martet, juste une chose. Comment vous allez faire pour attirer des cerveaux, des compétences pour approvisionner votre filière hydrogène en Bourgogne-Franche-Comté? Un peu comme la question de l'approvisionnement, on accompagne la filière, on évoquait la filière automobile. En Bourgogne-Franche-Comté, on a près de 50 000 salariés qui travaillent dans la filière automobile. Donc d'une région comme la nôtre, il est très important que la mobilité hydrogène évoluant, on est aussi obligé d'accompagner la filière automobile qui est en pleine mutation dans une région comme la nôtre. Donc avec des passerelles en matière de compétences, mais aussi des passerelles en matière d'approvisionnement, puisqu'on a des métiers qui peuvent évoluer et qui peuvent aujourd'hui servir la filière hydrogène en matière de composants, en matière de supply chain et en matière de matériaux et de production. Et pareil sur les compétences. On évoque souvent à la région comment on va pouvoir accompagner l'attractivité de notre territoire, mais aussi la mutation des compétences. Et ben, il y a des dispositifs à mettre en place. On évoquait par exemple sur des métiers d'exécution, dans le chauffage, dans des dispositifs très techniques ou dans des métiers de l'industrie. On peut faire passer des dispositifs de formation pour rentrer dans la filière hydrogène aisément parce qu'il y a un petit palier de formation et des politiques régionales de formation professionnelle comme on les porte sont largement possibles pour accompagner l'attractivité d'un secteur comme l'hydrogène qui va recruter en masse. Quand on voit que McPhy arrive, Génie arrive dans des régions comme la nôtre, on a besoin d'apporter. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est important parce qu'on dit souvent qu'en Bourgogne-Franche-Comté, on a les cerveaux. Près de 60% des parutions scientifiques dans l'hydrogène viennent du Nord-Franche-Comté. Mais il ne faut pas s'arrêter à ça parce qu'au-delà des capacités en matière d'intelligence, d'innovation qu'on peut avoir, il y a toute la formation professionnelle accompagnée pour avoir des techniciens de qualité, des techniciens supérieurs. On est en train de travailler avec l'Université de Franche-Comté pour monter des bacs plus 3 ou des bacs plus 2 en technologique qui vont servir la filière en matière de développement pour pouvoir faire face à ces demandes des entreprises. Et c'est fondamental parce que lorsqu'une industrie se développe, on voit les villes se développer, on voit l'habitat, on voit le commerce, on voit les services, tout se développe et la région se redynamise. Florence, vous vouliez parler justement de cette question des compétences. Oui. Est-ce que vous avez des besoins spécifiques en matière de formation d'ingénieurs, peut-être des chimistes, peut-être des gens comme ça? Expliquez-nous un peu. Alors, ils sont pas si spécifiques que ça, justement, puisque c'est ce qu'on dit, c'est lié vraiment à l'industrialisation, à l'assemblage mécanique, à des métiers autour de l'assemblage électrique également sur la partie système. Le point, c'est qu'aujourd'hui, l'industrie se réveille et on arrive en même temps. Mais du coup, ce que l'on travaille avec les collectivités, alors que ce soit l'agglo de Béziers, mais aussi la région, c'est aussi de projeter le plus rapidement possible les jeunes dans une trajectoire d'usine. Donc en fait, ce qu'on est en train de monter, c'est des unités où on filme des opérateurs de jeunes VIA pour raconter qu'est-ce qu'il faut au quotidien et faire en sorte que justement les jeunes aient envie de se projeter. Et en fait, c'est vrai que vous poussez la porte de nos usines. Aujourd'hui, les opérateurs, j'en parlais tout à l'heure, ils travaillent sur des bases de robots, ils font de la réalité augmentée. Et donc, c'est quand même toute une projection qu'on peut proposer pour que les jeunes, et ça se passe généralement au collège, pour justement donner et susciter des vocations. Donc, en fait, on a aussi, nous, un rôle à jouer. Donc, alors, il y a des sujets d'intelligence économique. C'est sûr que nos usines ne sont pas ouvertes à l'ensemble et surtout peut-être à nos compétiteurs. Mais ça se traite et en fait notre ligne pilote, on est en train de la concevoir. Elle sera un centre de formation pour le collège technique et le lycée technique, de sorte à pouvoir vraiment faire une symbiose et un passage continu de formation des compétences. Mais je crois que vous faites aussi des choses similaires côté Symbio. Oui, exactement. Avec allô, oui. Je ne sais pas si ça parle. Oui, avec une Symbio Academy que l'on a développée en interne, exactement sur le même modèle, c'est-à-dire qu'on intègre les jeunes talents sortis d'école et on a une période d'apprentissage, on fait toutes les expériences possibles et imaginables autour d'une fuel cell pour vraiment monter en compétence très rapidement sur la technologie du produit.
Philippe Boucly, c'est un mot sur les filières de formation. Oui, on voit le travail que font les industriels ici ou là pour justement se doter des compétences nécessaires. C'était un gros chantier que France Hydrogène a entamé il y a 2 ans à peu près. Nous avons d'abord fait un référentiel des métiers de l'hydrogène. C'est un référentiel que vous pouvez trouver sur le site de France Hydrogène. 84 métiers au moins concernent de près ou de loin l'hydrogène, avec également un certain nombre de métiers qui dès à présent sont en tension, c'est-à-dire qu'on ne trouve pas la main-d'œuvre suffisamment formée. Mais ce sont je dirais, c'est pas dû à l'hydrogène, ce sont des métiers qui déjà sont en tension. C'est par exemple des soudeurs, des tuyauteurs, c'est des techniciens de maintenance, c'est des ingénieurs de projet. Donc c'est un certain nombre de métiers en tension. Et alors pour l'étape suivante, maintenant que ce référentiel existe, il est largement partagé. Nous entamons un recensement des formations qui existent en France sur l'hydrogène, des formations qu'il faudrait, comme on dit dans notre jargon, colorer à l'hydrogène, c'est-à-dire apporter un supplément qui fasse qu'elle soit adaptée au métier de l'hydrogène. Et pour nous donner plus d'allonge, plus de capacité d'action, nous avons signé la semaine dernière une convention avec l'AFPA, la formation pour adultes, et également une convention avec CCI France, les chambres de commerce et d'industrie, de façon à, diffuser sur l'ensemble du territoire. Donc avec le relais de l'AFPA et de ses directions régionales, avec le relais des chambres de commerce et d'industrie, on a là un outil pour diffuser les formations. Arnaud Martet, vous vouliez ajouter ? On est tout à fait dans le sujet, et c'est vrai que c'est ce qu'on essaie de faire au niveau régional. Et puis, je voulais dire que c'est à la fois la filière hydrogène, elle connaît le handicap que connaît la reconquête industrielle face aux métiers qui ne sont pas toujours attractifs pour les jeunes, mais en même temps, elle a une énorme chance, c'est qu'elle a une belle image. Et pour les jeunes, quand on veut travailler dans l'industrie, mais quand on leur dit qu'ils vont travailler dans l'hydrogène, eh ben c'est une image aussi beaucoup plus valorisante, aussi parce qu'ils ont des conceptions et une volonté plus écologique peut-être que nos générations. Et donc, elle participe, la filière hydrogène, au renouveau en fait, de l'image industrielle de notre pays. Et ça, c'est une vraie chance. C'est à la fois un inconvénient, mais un atout, en tout cas pour elle, de redonner une image beaucoup plus valorisante, beaucoup plus écologique, beaucoup plus verte. Luc Payet. Oui, complètement. Il y a les accords. Par exemple, McPhee aussi, nous avons des accords avec l'UTBN à Belfort, les universités de Pise, Florence et en Allemagne. Mais au-delà de ça, c'est l'image de l'industrie qu'on doit faire changer. Aller nous-mêmes, tous les gens qui sont autour de cette table, dans les écoles d'ingénieurs, faire de la promotion des métiers pour qu'ils choisissent à tous les niveaux, c'est vraiment tous les niveaux des métiers scientifiques qui choisissent l'industrie. On y est presque, mais on n'y est pas encore. Et comme il y a une vraie guerre des talents sur ceux qui existent, c'est effectivement, comme Florence, quelque chose qui peut empêcher les acteurs de dormir la nuit. Et il y a des questions qui arrivent. Il y a une ou deux personnes qui veulent poser une question dans la salle. Monsieur, ça fait un moment que vous attendez. Levez-vous, allez-y, présentez-vous et posez votre question. Là, ça fonctionne, oui. Bonjour, Jean-Louis Stellé de JLS SARL. Pensez-vous que ce soit vraiment écologique ? Parce que dans vos cellules, vous rentrez de l'hydrogène et vous sortez de la vapeur d'eau. Donc vous passez de 2 comme molécule à 18. Donc vous passez à une masse 9 fois plus grande. Et quand vous prenez une voiture, une Nissan par exemple, avec 8 ou 9 kilos d'hydrogène, vous en avez produit 80 kilos environ d'H2O, c'est-à-dire 100 grammes au kilomètre, comme du pétrole, comme du gaz. Malheureusement, le gaz à effet de serre de la vapeur d'eau, ça a un effet 10 à 100 fois supérieur au CO2. La vapeur d'eau est un gaz à effet de serre avec un effet 10 à 100 fois supérieur. 10 fois quand il est sous forme liquide et 100 fois quand il est sous forme vapeur. Donc si vous parlez en millions de tonnes, on se retrouve avec des dizaines ou des centaines de millions de tonnes, on ne sort pas. Le seul avantage que je vois à l'hydrogène, c'est le stockage. Non, attendez, monsieur, soyez gentil, posez une question, mais ne faites pas un commentaire, ça, on va essayer de le faire. Est-ce que c'est écologique ? Merci. Ouais, je peux répondre. Alors vas-y, Philippe Boucly.
D'abord, l'hydrogène ne fera pas tout, hein. L'hydrogène, c'est dans la plupart des modèles, à l'horizon 2050, c'est entre 10 et 20% de la consommation finale. Et l'Europe parle de 14%, 14-15%. Donc l'hydrogène ne fera pas tout. Mais je pense que sans l'hydrogène, on ne réussira pas la transition écologique. Deuxièmement, on peut aussi critiquer l'arrosage des champs à l'eau. C'est aussi un effet de serre. Bon. Et puis les véhicules actuels, effectivement, bon. Donc la partie eau est un sujet sensible qu'il faut regarder, effectivement. Pour le reste, la production d'hydrogène, pour autant qu'elle est à partir d'énergies renouvelables ou à partir d'énergie bas carbone, c'est-à-dire sans émission de gaz carbonique, c'est quand même un plus par rapport à ce qui existe. Et je dirais, si on ne fait pas ça, on fait quoi? Quelle est l'alternative? Et puis, d'accord. Je pense qu'on a fait le tour. C'était important qu'on ait cette question quand même. Et puis, nous allons avoir maintenant une conclusion qui va nous être apportée par Thomas Courbe, directeur général à la Direction générale des entreprises, n'est-ce pas? Alors. Bien, bonjour à tous. Pardon, je ne peux pas vous tourner le dos, mais non, c'est un plaisir d'être avec vous pour clôturer cette table ronde. Wang Bui, le coordonnateur national de la stratégie hydrogène, en introduction, vous a présenté la stratégie, ses priorités. Je vais simplement insister sur quelques réalisations concrètes en cours dans le cadre de cette stratégie. Il y a d'abord un enjeu, je crois que ça a été évoqué par la table ronde, de compétences, et on a lancé un appel à projets spécifiques sur des projets de formation qui vont répondre aux besoins de la filière, qui seront évidemment très croissants dans les prochaines années. On a également depuis fin 2020 lancé 2 appels à projets qui produisent des résultats concrets sur à la fois des démonstrateurs d'écosystèmes locaux, par exemple pour la mobilité hydrogène, et puis des financements de projets de briques technologiques qui seront indispensables. On a par exemple les bus Safra, on les aide à développer le produit, ou à Cannes par exemple le financement de l'installation du réseau de mobilité à hydrogène. On a en parallèle un dispositif de soutien qui est en cours de mise en œuvre par le ministère de la Transition écologique, qui va permettre de contribuer à accélérer le financement des électrolyseurs en France. Et puis on a bien sûr l'IPCEI, vous savez, cette alliance hydrogène, cette politique industrielle européenne sur l'hydrogène, à laquelle participent 23 États membres. Nous avons 15 projets en France, d'ailleurs certains représentés autour de cette table. Des projets à la fois sur l'ensemble de la chaîne de valeur. C'est ce qui, dans l'ensemble de la démarche européenne de politique industrielle sur l'hydrogène, différencie la France des autres États membres. C'est que nous avons choisi d'être présents sur l'ensemble de la chaîne de valeur, et l'IPCEI représente cette présence avec des projets depuis la production d'électrolyseurs avec Genvia par exemple, jusqu'à des usages pour la décarbonation de l'industrie qui sont bien connus, soit présents autour de la table, soit ont fait l'objet de communications récentes. On est maintenant dans la phase où on attend l'autorisation de la Commission européenne dans les prochains mois pour démarrer les projets. Et je voudrais partager avec les entreprises qui sont présentes ici le retour que nous a fait la Commission européenne sur la très grande qualité des projets, y compris en comparant avec ce qu'ont proposé les autres États membres. Donc c'est le résultat aussi de l'engagement de l'ensemble des entreprises qui ont contribué à élaborer ces projets et nous aider à les négocier avec la Commission européenne. On a donc ces 15 projets pour en tout 3 milliards d'euros de financement, 7 milliards de financement public et 7 milliards d'investissement en tout. Donc des projets dont on espère qu'au-delà de leur périmètre, ils vont permettre d'avoir un effet d'entraînement très important sur la filière.
Et puis le dernier point, c'est qu'on a évidemment des enjeux de négociation européenne importants pour permettre que toute cette économie de l'hydrogène se développe dans de bonnes conditions, se développe aussi selon le modèle français. On a eu beaucoup de discussions sur ce modèle français qu'on veut préserver dans les négociations européennes. On a eu un premier résultat très important qui est la reconnaissance dans la taxonomie européenne du mix électrique français pour la production d'hydrogène bas carbone et les valeurs d'émissions carbone fixées par la taxonomie sont compatibles avec notre mix énergétique. Donc c'est un élément important puisqu'une partie évidemment de l'hydrogène bas carbone français sera produit à partir d'électricité nucléaire. C'était un enjeu majeur pour nous. Nous avons également eu un cadre qui, je l'espère, de l'avis des participants est satisfaisant sur les nouvelles lignes directrices pour les aides pour l'énergie et le climat qui sont là aussi compatibles avec notre modèle et en particulier l'hydrogène bas carbone. Et on garde maintenant un enjeu important dans la négociation de ce qui est appelé le paquet gaz, dans lequel la Commission européenne va proposer des règles en particulier sur la gestion des réseaux, sur les relations entre les producteurs d'hydrogène et les gestionnaires de réseaux. Et là, il y a un enjeu important et on travaillera évidemment étroitement avec l'industrie pour essayer là aussi d'avoir une négociation avec les États membres et la Commission qui permettent de préserver les modèles que nous souhaitons développer, en particulier sur les réseaux d'hydrogène, pour avoir des modèles à la fois locaux, régionaux et nationaux qui puissent coexister avec des conditions économiques qui soient favorables à l'ensemble de ces modèles. Donc c'est quelques enjeux sur les négociations européennes. Le dernier, c'est dans quelques jours, la Commission européenne va sortir son paquet Repower EU, qui est en partie une réponse à la guerre en Ukraine et aux enjeux énergétiques que cette situation soulève. Et là aussi, on a eu des discussions sur les questions d'équilibre économique entre l'hydrogène importé et l'hydrogène qui sera produit en Europe, avec l'objectif que les conditions qui seront imposées à l'hydrogène importé, en particulier en termes là aussi de mix énergétique, d'additionnalité pour l'hydrogène produit à partir d'énergies renouvelables, soient suffisamment strictes pour ne pas créer de décalage de compétitivité avec l'hydrogène qui sera produit en France. Donc c'est les quelques enjeux que nous avons en partie derrière nous, mais en partie devant nous également, aux côtés de l'ensemble des projets industriels que nous soutenons. Je voulais partager cette situation et les enjeux à venir. Et je remercie à nouveau l'ensemble des entreprises pour leur contribution, notamment à l'IPCEI et à ces négociations européennes. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous de nous avoir suivis, de nous avoir rejoints sur ce plateau. Et puis, n'hésitez pas à regarder le programme. Il y a encore plein d'autres conférences qui sont toutes plus passionnantes les unes que les autres. Merci à tous. Bon après-midi. Bon salon.